Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'exprimer en français, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je travaille à la Mutualité française, qui est un acteur du système de santé français, à la direction des affaires publiques sur tout ce qui est Europe et international. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce travail, j'ai l'habitude de recevoir des délégations internationales pour leur expliquer le système de santé en France en à peu près une semaine. Là, je vais essayer de le faire donc en un quart d'heure, si vous le voulez bien. Je vais parler tout d'abord des échelons national, régional, local pour voir les compétences à chaque échelon. Je vais donner ensuite quelques chiffres sur le nombre d'hôpitaux, le nombre d'établissements de santé, sur le nombre de professionnels de santé, sur les comptes, le budget de la santé en France, et je terminerai sur l'organisation des soins à domicile en France. Alors, on est en France, donc c'est un État très centralisé, donc beaucoup de choses se décident au niveau national. À quelques centaines de mètres d'ici, vous avez le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il y a également l'assurance maladie, qui sont les deux piliers du système de santé en France. C'est eux qui ont un éventail de responsabilités. Ce sont eux, par exemple, qui pilotent et mettent en œuvre les politiques de santé publique avec les directions du ministère, avec des agences, l'autorité de santé, par exemple. Ils supervisent l'ensemble des établissements de santé en France. Ils les contrôlent, si vous voulez, en termes de qualité. Et bien sûr, l'État veille à la répartition sur l'ensemble du territoire des établissements de santé. Dernièrement, il y a eu des fusions, il y a eu des fermetures d'établissements de santé pour essayer de mieux répartir sur le territoire l'offre de soins. Et bien sûr, tout ça se fait avec un soutien financier. D'ailleurs, dans quelques semaines, au Parlement, va commencer à être négocié, va être discuté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tous les ans, l'Assemblée et le Sénat discutent avec le gouvernement et les différents partenaires sur cette loi qui vraiment organise toute la vie du système de santé pour l'année à venir. Au niveau régional, c'est depuis 2010, il y a eu des fusions de différentes agences et la création de l'agence régionale de santé. C'est vraiment le pivot au niveau régional de l'action de l'État. Donc les agences régionales de santé, c'est elles qui déclinent les politiques nationales sur le territoire local, mais bien sûr en prenant en compte les différentes spécificités régionales. On parle de population, des territoires, des épidémiologies. Tout ça, les agences régionales de santé essaient de prendre en compte ces aspects. Et donc il y a le ministère qui ont les agences régionales de santé, et dans le même ordre d'idées, l'assurance maladie déconcentre certains de ses services avec les caisses primaires d'assurance maladie pour être au plus proche des territoires. Et finalement, vraiment au niveau local, vous avez trois types d'établissements, trois types de services au niveau local en France. Vous avez les structures de ville. C'est là où il y a les professionnels libéraux ou les professionnels salariés de santé qui, dans des cabinets ou en équipe dans des maisons de santé, travaillent sur le territoire. Donc là, ce sont les médecins généralistes, ce sont les ophtalmos, les kinés, etc. Vous avez également des établissements hospitaliers. Là, vous en avez de trois types. Vous avez les hôpitaux publics, les cliniques privées, et donc des établissements privés d'intérêt collectif. Donc ces trois types d'établissements qui forment donc les établissements hospitaliers, c'est eux qui prodiguent les soins généraux et les soins spécialisés aux populations. C'est eux également qui disposent des services d'urgence. Et par contre, plus spécifiquement sur les aspects liés aux hôpitaux publics, ce sont eux qui ont la tâche de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche dans le médical. Et enfin, vous avez des établissements médico-sociaux. Donc là, on parle d'établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et des structures pour les personnes handicapées. Là, c'est plus pour les publics fragiles. Donc maintenant, on a vu très basiquement l'architecture du système français.
Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres sur le nombre de professionnels de santé en France. Donc en 2014, il y avait plus de 1 175 000 professionnels de santé en France, sur 65 millions de personnes à peu près. Dedans, vous aviez 355 000 personnes, professions médicales et pharmaceutiques, donc les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes. Donc on voit que les médecins sont presque 220 000, 100 000 généralistes et 117 000 spécialistes. Donc on a plus de 300 000 personnes aux professions médicales, mais aussi plus de 800 000 personnes auxiliaires médicaux, essentiellement des infirmiers et aussi tout ce qui est kiné et des opticiens. Donc ça, c'est la vision statique en 2014. En termes de dynamique, l'effectif donc des professions médicales change entre 2012 et 2014. Certes, les docteurs augmentent de 1,7%, mais c'est surtout chez les auxiliaires. C'est chez les auxiliaires de santé que l'augmentation est la plus flagrante. On a plus de 8% d'augmentation. Et même parmi les docteurs, parmi les médecins, ce sont surtout les spécialistes, on le voit à la dernière, qui augmentent, tandis que les médecins généralistes, eux, restent stables. Donc ça, c'était sur les professionnels de santé, et maintenant sur les structures hospitalières. En France, le maillage en structures hospitalières est très dense. Il y a plus de 3000 structures hospitalières publiques et privées en France. En tout, plus de 400 000 lits d'hospitalisation à temps complet sont disponibles. Sur les 3111 structures hospitalières, il y a donc 1416 établissements du secteur public. Dedans, vous avez 182 centres hospitaliers régionaux. Ce sont vraiment la colonne vertébrale du système de santé en France. Vous avez aussi près de 1000 centres hospitaliers de taille intermédiaire, où là, ce sont plus souvent pour des séjours courts. Vous avez de la psychiatrie et également des établissements pour longue durée. Et parmi ensuite les structures hospitalières privées, vous avez deux types d'établissements, donc les cliniques et les établissements privés d'intérêt collectif. C'est là où vous avez notamment des établissements mutualistes, détenus, gérés par des mutuelles. Mais il faut savoir que parmi les structures hospitalières privées, il y a eu leur nombre a diminué du fait de réorganisation et de fusion. Donc là, on a parlé un peu de l'architecture, du nombre, et vous imaginez bien qu'avec le nombre de médecins, le nombre d'hôpitaux en France, ça a un certain coût. Effectivement, si l'on compare, on fait une comparaison internationale en termes de pourcentage du PIB, le coût de la santé en France est très important. On le voit pour la France, on est aux alentours de 11% du PIB qui est destiné aux dépenses de santé. Alors le Canada n'est pas très loin, puisqu'on est à peu près à 10%, et le Royaume-Uni, on est à 8,5%. Donc la France fait partie du peloton de tête. Bon, on laisse loin devant les États-Unis et leur système de santé. Mais en Europe, la France fait partie des pays qui dépensent le plus pour la santé. En termes de recettes, d'où vient ce financement? L'assurance maladie, qui représente un énorme budget, reçoit des cotisations sociales à hauteur de 77 milliards d'euros par an. Donc sur votre salaire, on vous demande donc de verser un certain montant en termes de cotisations sociales. Vous avez un impôt spécifique, la contribution sociale généralisée, qui depuis 1991, sur un tas de revenus, les revenus d'activité, du patrimoine, il y a une certaine ponction pour financer la protection sociale.
Et enfin, vous avez certains types d'impôts et de taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur les produits pharmaceutiques, qui financent en partie la protection sociale. Et malgré ce budget important, le budget de l'assurance maladie, le budget de la santé en France connaît un certain déficit. On le voit, c'est pas nouveau. Ici, c'est vraiment la ligne noire qui nous intéresse, c'est sur la santé. On voit que depuis 1999, ça n'a jamais été en positif. Le vieillissement de la population, le coût des innovations font que c'est difficile d'avoir un budget à l'équilibre sur cette politique. Si on prend en compte pas que la santé, mais aussi la retraite, le chômage, tout ce qui fait la protection sociale, il y a un déficit cumulé de plus de 130 milliards d'euros. Donc là, on a parlé du budget pour l'État, pour la sécurité sociale, mais il n'y a pas que eux qui financent la santé en France. Par exemple, il y a les mutuelles, il y a d'autres types d'acteurs, et les types de dépenses, la répartition des dépenses ne sont pas les mêmes en fonction des différents postes de santé. Puisque en France, vous avez par exemple pour les soins hospitaliers. En France, l'assurance maladie, l'État finance une très grande partie des soins hospitaliers. Quand vous allez à l'hôpital en France, vous déboursez directement très peu au final. Sur les soins de ville ou les soins médicaux, quand vous allez voir le docteur, chez le dentiste, quand vous achetez des médicaments, l'État finance une grande partie, mais il y a également d'autres partenaires, dont les organismes complémentaires, dont font partie les mutuelles. Les ménages également financent une partie assez importante de ces dépenses. Donc c'est pour ça qu'en France, vous avez à la fois le régime général et à côté, vous avez un régime complémentaire qui s'est développé où des assurances de santé sont présentes. Donc très rapidement, c'était sur le système de santé. Maintenant, je vais parler de l'organisation des soins à domicile en France. Cette organisation est axée sur deux perspectives. La première, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc là, c'est la partie la plus lourde. Donc c'est une forme d'hospitalisation donc à temps complet au domicile de la personne, mais en même temps, on entend domicile au sens très large. Ça peut être au domicile de la personne ou dans des établissements spécialisés. Ces établissements sont souvent détenus par des associations, des fondations et des mutuelles. Et tout le monde peut aller dans ces établissements, tout le monde a droit à l'hospitalisation à domicile si la situation du patient le demande. Et donc là, c'est le médecin généraliste ou médecin à l'hôpital, qui décide, qui prend cette décision. D'ailleurs, il doit y avoir une prescription médicale pour autoriser l'hospitalisation à domicile. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la coordination qui demande beaucoup d'efforts de la part des professionnels de santé. Parce que là, évidemment, vous devez faire venir des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, parfois d'autres professionnels de santé, et la coordination est le thème clé avec cet enjeu. Donc quelques chiffres. En France, en 2014, c'est plus de 100 000 personnes qui ont eu accès, qui ont eu droit à l'hospitalisation à domicile, pour près d'1 milliard d'euros financés par l'assurance maladie, et plus de 4 millions de journées en tout, si on prend le total. Normalement, la durée d'hospitalisation à domicile est déterminée. Mais bien sûr, en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient, ça peut évoluer et c'est bien sûr le médecin qui donne son avis. Donc là, c'est la première dimension. La seconde dimension, ce sont les SIAD, encore un acronyme, les services des soins infirmiers à domicile. Là, on peut dire que c'est un petit peu plus léger, parce que là, c'est l'infirmier qui a le rôle de coordination. Donc les SIAD, ça intervient encore une fois sur prescription médicale. On ne peut pas avoir accès comme ça aux services de soins infirmiers à domicile.
c'est des prestations de soins, d'accompagnement à domicile ou encore dans des établissements spécialisés. Ce sont pour les personnes âgées, les personnes fragiles, de plus en plus avec les personnes pour Alzheimer. Ce sont des soins infirmiers, des soins techniques, des soins relationnels. Et donc, c'est l'infirmier qui assure la coordination entre infirmiers, entre aides-soignants ou autres professionnels de santé. Puisqu'il faut savoir que pour ce type d'exercice, ce sont les aides-soignants qui interviennent à 90% pour ces tâches. Tout à l'heure, on avait des chiffres sur l'hospitalisation à domicile et pareillement sur les services de soins infirmiers à domicile, c'est en augmentation. On était à 114 000 en 2010 et 5 ans plus tard, on arrive à 130 000. Il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de développer cette offre de soins. Cette offre de soins donc, qui est permise dans les domiciles, chez les domiciles des patients, mais donc dans des établissements spécialisés, encore une fois, des fondations, des associations, des organisations à but non lucratif gèrent ce type d'établissement, dont les mutuelles. Alors c'est sur cette dernière référence aux mutuelles que je termine ma présentation. Merci beaucoup.